D'après, on va en parler avec Thomas Husson. Bonjour. Thomas, Bonjour. merci d'être avec nous, donc vice-président principal analyste chez Forrester, donc beaucoup de choses à raconter. Alors, on va démarrer tout de suite avec cette interactivité, parce que ce qu'on attend de vous, c'est évidemment que vous réagissiez. Vous allez dans la session, donc vous voyez Thomas, voilà, qui va vous parler de ces chiffres, la session plénière, et poser vos questions, donner des mots-clés. Mais là, tiens, pour voir que vous êtes bien réactif à l'interactivité, le monde d'après, vous y croyez? Oui? Non? Ou est-ce que vous avez un autre commentaire à nous faire? Allez, on vous pose la question. Vous allez sur cette session plénière d'ouverture, vous cliquez et vous votez. Et puis on va voir apparaître tout de suite les réponses, parce que les réponses sont en instantané. Ça nous permet de réagir tout de suite sur le plateau. Voilà, merci encore de participer. Alors, on y croit. C'est plutôt... un gros oui à 75%. Voilà, les gens y croient. Vous y croyez plutôt à ce monde d'après. Ben justement, on va voir Thomas. Alors, je ne vais pas revenir sur cette expression. Moi, j'aime pas trop cette expression de monde d'après, mais au moins, comme je le disais tout à l'heure, on sait de quoi l'on parle. Alors, Thomas, à quoi va ressembler ce monde d'après? Eh bien, il va ressembler au monde d'avant en accéléré, parce ça. que c'est surtout... Il n'y aura pas une rupture, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une rupture, non. En tout cas, elle sera plus progressive et peut-être plus lente que ce à quoi on a pu entendre ici ou là. C'est un peu l'idée que je vais développer aujourd'hui. Je n'aime pas trop non plus l'expression monde d'après. Oui. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi en partageant quelques données, quelques tendances aussi, évidemment, parce qu'il y a des changements profonds. Ce n'est pas l'idée de m'inscrire en faux contre cette idée, c'est juste un peu de lassitude par rapport à cette expression. Alors allons-y, voilà, vous avez quelques slides qui vont défiler, voilà, ils doivent être prêts. On va les lancer tout de suite justement pour parler de ce monde d'après. Ils devraient apparaître sur vos écrans tout de suite. Voilà, et bien Thomas. Ça marche. Merci la Frédéric, parole. et puis merci évidemment à l'équipe de One to One Monaco de m'inviter pour partager la vision que Forrester a de ces tendances et de la crise actuelle. Donc, je suis vice-président et analyste au sein du cabinet d'études et de conseil Forrester, et je vais faire une synthèse de ce que nous, on a pu observer sur ces derniers mois et de ce à quoi on s'attend dans les mois qui viennent. Alors c'est vrai que l'expression monde d'après, on en a beaucoup entendu parler, avec l'idée que voilà, on allait rapprocher la production de la consommation, on allait consommer plus éthique, qu'on allait finalement changer et que c'était une opportunité de consommer différemment, d'aller vers moins d'excès, ce qui est évidemment une bonne chose. Il y a des belles initiatives dans ce domaine, c'est très bien, mais malheureusement, ça ne va pas forcément se passer de manière aussi idéale et de manière aussi simple. Et c'est pour ça que je m'inscrire un petit peu contre cette idée d'un monde d'après. Et c'est vrai que d'habitude, on parle plutôt de rebond, de relance, de reprise. Et là, on a parlé un peu plus de résilience. Et c'est vrai que ce n'est pas un terme qui est forcément terme économique. En fait, c'est plutôt un terme de la neuropsychiatrie. Boris Cyrulnik l'a popularisé et l'a développé, qui correspond plutôt à des pathologies, à des traumatismes extrêmement profonds. Et c'est ce qu'il a développé d'ailleurs dans une interview aux Échos, où il disait « Moi, finalement, j'aime pas trop utiliser le terme de crise. Je préfère parler de catastrophe. Parce qu'une catastrophe, ça vient du grec stropher, ça veut dire tourner, renverser. Et finalement, on repart sur d'autres bases. C'est la notion même de la résilience, de ne pas revenir à l'avant, alors que la crise, c'est un terme un peu médical, c'est le moment paroxystique d'une maladie, et soit, pour caricaturer à l'extrême, on meurt, soit on survit et on revient à l'état d'avant. Mais c'est vrai aussi que c'est un terme qui vient du grec, on ne va pas faire trop de sémantique et d'étymologie, mais en grec, ça veut dire jugement, décision. Et donc moi je pense que c'est plus un double sens, au sens où c'est les décisions que les entreprises ont prises ces dernières semaines et ces derniers mois et celles qu'elles vont prendre qui font qu'elles survivront ou non à la crise. Alors pourquoi finalement on parle de mythe du monde d'après? D'abord parce que le premier point, c'est parce que beaucoup de ce qu'on constate aujourd'hui, ce sont des comportements de consommateurs et des tendances au sein des entreprises qui existaient déjà. C'est une accélération évidemment fulgurante, mais il n'y a pas finalement tant de nouveaux comportements que ça. Et ça donne évidemment un avantage aux acteurs de la tech notamment, hein, on l'a vu, on le verra dans les résultats des
des différentes plateformes et des marketplaces, mais aussi aux acteurs qui s'étaient déjà transformés, que ça se voyait peut-être moins, mais qui ont travaillé dans l'ombre pour synchroniser leur système d'information, leur système de caisse, leur système de réservation, leur supply chain, qui ont automatisé un certain nombre de process. Donc c'est cette transformation qui va leur servir. Le deuxième point, c'est qu'on ne sait pas encore véritablement comment les comportements des consommateurs vont évoluer lorsqu'on va atteindre le paroxysme de la crise. En fait, chacun réagit dans son fort intérieur, la période de la crise sanitaire, le confinement, en fonction de, finalement, est-ce qu'il a été atteint directement, est-ce qu'il a des proches qui malheureusement ont souffert ou ont décédé de la crise, financièrement, est-ce que les personnes ont été atteintes ou pas. Et c'est ça qui va ressortir quand on va atteindre le paroxysme de la crise. Et on n'y est pas du tout encore, parce que heureusement pour nous, le gouvernement français a fait le choix de faire supporter à la dette, à l'État et aux entreprises finalement le coût de la crise, et les ménages, grâce au dispositif de chômage partiel, ont assez peu touché. Et donc ce qu'on voit effectivement, c'est une tendance très forte, mais qui était déjà là avant la crise, pour davantage d'achats éthiques, donner du sens à l'acte d'achat, mais c'est difficile à réaliser parce que la plupart des entreprises ont pris et commencent à communiquer sur cette logique sociétale, mais c'est difficile à faire. Et c'était déjà là avant la crise. La loi Pacte, toutes les entreprises du CAC 40 qui vont devenir progressivement des entreprises à mission, ça va être difficile de se différencier. Il va falloir être vraiment authentique, il va falloir apporter des preuves de ce discours. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises ne délivrent pas une bonne expérience client. Donc faire une surpromesse, ça va être compliqué. Et puis rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, ça prend du temps, c'est coûteux et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis l'autre point, ce que j'évoquais par rapport au paroxysme de la crise, c'est que finalement, là on y arrive, il y a une sorte un peu de déni, de léthargie estivale, on est parti en vacances peut-être un peu différemment, certains peut-être à la montagne, d'autres ont pris des voitures, des camping-cars, on évitait les centres-villes, et puis on se dit on verra bien à la rentrée. Là on y est, et puis malheureusement, on va voir qu'il va y avoir une tension qui va arriver sur les prix, il va y avoir malheureusement pas mal de licenciements, il va y avoir aussi des plans sociaux, des entreprises qui vont fermer, et c'est là où on va rentrer dans le dur. Donc ça va créer une tension, une polarisation entre les différents segments de clientèle, entre ceux qui finalement pourront se permettre, pour une minorité d'entre eux, de payer peut-être plus cher pour des produits plus bio, plus éthiques, etc. Et puis ceux, on a dit que les hyper avaient beaucoup souffert pendant la crise, peut-être pas dans les semaines qui viennent, parce que le prix est et restera le facteur clé d'achat. Donc cet écart finalement entre économique et éthique va accroître la polarisation et le besoin d'affiner de manière plus précise les attentes des consommateurs. Voilà les quelques points pour lesquels on pense que c'est un mythe d'après, mais c'est un mythe, ce monde d'après, mais je voudrais juste partager avec vous quelques chiffres, quelques données concrètes, brièvement, pour voir comment les comportements des consommateurs ont évolué sur ces dernières semaines et ces derniers mois. Le premier point, c'est que les consommateurs sont dans l'attente de pouvoir évidemment reprendre un certain nombre d'activités normales. Retourner dans les magasins de proximité, même dans des grands magasins, pour une très grande majorité de consommateurs, ça n'est plus un problème. Évidemment, tout ce qui est réservation de croisière, lieu public où il y a encore du monde, que ce soit un événement sportif, musical ou autre, on sent bien qu'il y a encore une bonne proportion des consommateurs qui ne sont pas prêts à ça, mais il y a cette attente et cette appétence forte pour y revenir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des nouveaux comportements qui ont été initiés pendant la crise. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction dans le think tank, mais oui, il y a des comportements qui ont été initiés pendant la crise. Typiquement, si on regarde plus spécifiquement sur des réservations sur de l'achat en ligne, l'e-commerce alimentaire a explosé. Sur le graphique d'après que vous voyez s'afficher à l'écran, on a quasiment 3 millions de nouveaux utilisateurs du e-commerce. Et donc ça va continuer à s'accélérer. Tout ce qui est paiement digital sans contact aussi a explosé, vous le voyez sur le graphique. Et puis, malgré la fermeture sur décision de justice des entrepôts d'Amazon, les consommateurs finalement aiment avoir le choix, aiment l'expérience client et la rapidité de livraison d'Amazon. Et donc, on en a quand même un bon gros tiers qui nous dit « moi, je pense à acheter davantage sur cette plateforme ». Donc il y a un certain nombre de ces comportements qui seront pérennes, mais en même temps, et c'est toute l'ambivalence et la contradiction des consommateurs, parce que ce sont souvent les mêmes, qui nous disent
et ben finalement, moi, je veux acheter exclusivement des produits locaux. Vous le voyez sur le graphique d'après qui va s'afficher. Je veux des produits locaux, je veux supporter ma communauté locale, je veux des produits plus éthiques, je veux essentiellement, et j'ai une préférence désormais pour interagir avec des marques qui traitent bien leurs employés, qui traitent aussi correctement mes données privées. Et en même temps, vous en avez quand même 4 sur 10 qui nous disent ben, moi, je cherche les prix les plus bas. Et ce sont parfois les mêmes qui répondent à ça. Donc il y a cette contradiction et cette ambivalence des consommateurs. Et donc si on essaie d'extrapoler sur les mois qui viennent ces tendances, on a évidemment fait évoluer nos modèles économiques et les analystes Forrester qui travaillent sur les prévisions de marché travaillent avec les différents retailers pour raffiner. C'est éminemment difficile parce qu'il y a évidemment beaucoup d'incertitudes, mais ça va évoluer énormément selon les catégories de produits. Si vous voyez sur le graphique prochain, vous allez voir les prévisions de marché qu'on faisait avant la crise par type de produit. Vous voyez qu'il y avait un écart déjà énorme entre l'alimentaire qui était très 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 bas, les cosmétiques, un certain nombre de produits de jardin et autres qui étaient finalement encore assez peu digitalisés, et des produits comme la musique ou les PC qui étaient beaucoup plus développés. Ça, c'était avant la crise. Après la crise, on constate évidemment une accélération très forte du digital. On parle, si on revient sur le graphique d'avant, sur, en France, une croissance du digital à fin d'année 2020 par rapport à 2019 de 17%. Donc c'est très significatif. C'est moins qu'en Espagne ou en Italie, où on est de l'ordre de 27-28%, parce qu'il y a un effet de rattrapage sur ces pays qui étaient moins digitalisés. Mais c'est à peu près au niveau de l'Angleterre, qui était déjà en avance sur nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin de cette année, à la fin de 2020, on sera à un quart des transactions de l'ensemble de commerce britannique qui auront lieu en ligne. Et on sait, on l'a dit tout à l'heure, que la majorité des recherches se font aussi évidemment à partir du digital. Donc c'est une accélération très forte, mais qui malheureusement ne va pas compenser la baisse offline. On prévoit au total sur le offline une baisse agrégée en Europe de l'ordre de 7%. Et vous voyez que les perspectives de reprise sur les années prochaines vont être assez lentes. Alors c'est évidemment extrêmement disparate selon les produits. On sait que ce qui a plutôt bien fonctionné avec un effet de rattrapage pendant l'été, ça a été un certain nombre de produits de bricolage, d'achat de jardin, équipement maison, le revival de certains objets qui avaient potentiellement disparu, la machine à coudre, le PC qui a évidemment une renaissance avec le télétravail et le travail à domicile, et puis d'autres secteurs qui sont beaucoup plus en souffrance évidemment. Donc c'est très très varié selon les segments de produits, et même sur des catégories de produits qui se vendent mieux en ligne, typiquement les cosmétiques, forcément il faut affiner davantage sur une granularité de produits à cause du masque. Voilà, c'est des choses qui peuvent tomber sous le sens, mais on voit bien le besoin d'affiner. On vend beaucoup plus de mascara que de rouge à lèvres. C'est évident, mais voilà, il va falloir affiner par catégorie de produits. Et du coup, la conséquence, c'est que ça va surtout bénéficier, ce que j'évoquais tout à l'heure, aux marketplaces et aux acteurs qui sont déjà en place. Vous avez vu les résultats mirobolants d'Amazon. On voit aussi sur des marketplaces plus spécialisés, comme l'allemand Zalando. On le voit aussi avec des marketplaces de niche. Back Market a levé plus de 100 millions de dollars. Et puis aussi sur d'autres acteurs, un Tesco par exemple prévoit de recruter 16 000 personnes d'ici à la fin de l'année. Alors plutôt des préparationnaires, des chauffeurs, etc. parce qu'il faut aller livrer ses commandes. Mais pareil, pour vous donner un ordre de grandeur, Tesco, ça va être à la fin de l'année 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en ligne. C'est 16% de leur chiffre d'affaires. Et puis vous avez des acteurs qu'on disait en retard, Walmart. Walmart, ils ont fait plus quasiment 10% depuis le début de l'année. C'est très significatif. Ils ont doublé la part du digital. Ils se positionnent, ce qui peut surprendre, sur le rachat avec Microsoft de TikTok, en se disant finalement le retail media c'est important, les adolescents consomment différemment et on sait qu'il faut se préparer au commerce de demain où le commerce et les réseaux sociaux vont davantage fusionner à travers les paiements. Donc il y a ces initiatives-là, et plus proche de nous, les résultats d'un Auchan, par exemple, sont passés
passé à 12% du digital, même Carrefour est en croissance légère, mais en croissance. Donc finalement, les résultats dépendent finalement de la maturité des entreprises par rapport au digital. À l'inverse... Oui, ça veut dire, Thomas, qu'on voit aujourd'hui, on commence à avoir des faillites, on voit plusieurs marques connues. Ça veut dire que ce sont des marques qui n'ont pas su s'adapter au digital ou pas assez vite, selon vous? Oui, je pense, c'est très clair. La crise joue comme un accélérateur. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre on a parlé d'enseignes textiles notamment, la mode a souffert beaucoup. Il y a eu tous les épisodes, Tati, Camaïeu, etc. Quelle reprise il va y avoir. Dans la restauration aussi, hors foyer, dans tout ce qui est proximité, il risque d'y avoir des faillites. Et là, depuis le 24 août, voilà, il y a 45 jours, si on est pour se déclarer en cessation de paiement au tribunal de commerce. Donc, c'est cette vague-là qui va arriver pour les marques qui n'auront pas su s'adapter. Ce ne sera pas forcément à cause du Covid. Ça va être un catalyseur. Il y a eu peut-être probablement aussi des erreurs stratégiques faites avant. Et donc la question, pour les mois qui viennent, il y a une seule question entre guillemets, c'est est-ce que finalement on arrive à instaurer davantage de confiance dans un contexte où le pouvoir d'achat va baisser? Alors j'aimerais bien avoir la réponse, mais si c'est une question, on l'a chiffrée, hein, c'est pas une question à 100 $, c'est une question, alors j'ai compté le nombre de zéros sur le graphique pour être sûr de ne pas m'être trompé, c'est une question à 100 milliards. Pourquoi? Parce que c'est les 100 milliards du plan d'investissement qui sont annoncés aujourd'hui même par le gouvernement, et c'est aussi les 100 milliards d'épargne cumulée des Français depuis le début de l'année. Épargne de départ forcée et qui est maintenant une épargne de précaution. Donc il faut instaurer la confiance. Évidemment, ça dépend du contexte aussi politique. Ça dépend aussi des entreprises, de leur transparence et de leur capacité, notamment à travers le digital, à recréer ce lien avec le consommateur. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est OK. Ouais, des chiffres, là. À quoi il faut se préparer maintenant, voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, réagissez. Encore une fois, je vous interromps deux secondes, Thomas. C'est encore à vous de réagir. Préparez vos questions. Hein, Thomas est là pour y répondre aussi par rapport à ces chiffres, par rapport à vos réflexions. Donc, n'hésitez pas. Vous allez dans la session plénière avec Thomas et vous cliquez, vous votez, vous posez vos questions, vous faites part de vos réflexions. Donc, il y a combien de tendances? 4, 5, vous en avez On en a identifié... fortes, on va dire. Si on met la crise en perspective et un certain nombre de macro-tendances que nous, on avait anticipées avant la crise et qui vont s'accélérer, qui sont en train de s'accélérer avec la crise, et qui vont notamment toucher toutes les entreprises, pas que les retailers ou les e-commerçants, c'est sur le futur du travail. Il y en a 4. La première, c'est les risques systémiques. Donc tout ce qui est santé, bien-être en fait partie, mais à cela s'ajoutent aussi les risques politiques. Le Brexit était là avant, la guerre sino-américaine, elle était là avant et elle va continuer, mais elle s'accélère. Et donc c'est comment on combine ces risques qui n'étaient pas suffisamment modélisés dans les plans de continuité d'entreprise. Le deuxième, et qui s'accélère aussi, la robotisation et l'automatisation, l'intelligence artificielle. On va avoir aussi des nouveaux emplois à créer, on va avoir des jobs, 80% des métiers vont changer, donc il faut s'y préparer. Et ça va redonner finalement un certain pouvoir à la donnée employée. Jusque-là, on se concentrait beaucoup sur la donnée consommateur, mais on voit bien que les modes de management évoluent, la façon le télétravail, tout ça, il faut fédérer finalement les employés pour délivrer une meilleure expérience client. Ça a un impact direct sur le business. Et aujourd'hui, les DRH notamment qui ont à gérer ce contexte-là ont un peu plus de mal parce qu'ils ont un background qui est très, on va dire, plus légal, sur la relation sociale, syndicale, et pas forcément sur la technologie, la donnée, et surtout sur la marque. On parle d'entreprise à mission, de valeur, comment on fait adhérer finalement, comment on utilise des techniques marketing, de journey mapping, d'exploitation des données, d'analyse fine de compréhension des besoins des consommateurs aux employés pour s'assurer qu'on délivre cette promesse ou parfois cette surpromesse sociétale pour laquelle les marques vont s'adapter. Alors ça, c'est très générique, mais il y a 5 autres tendances que je voudrais partager avec vous qui sont plus sur du moyen et long terme. Et je serais d'ailleurs évidemment curieux, si vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à réagissez. Réagissez. Ou si il y a d'autres tendances, je ne nous présente que 5 ici, il y en a évidemment bien d'autres à l'œuvre. On va afficher les 5 tout de suite, comme ça. Voilà, la première, c'est vraiment le fait que le télétravail et finalement la distanciation physique
font qu'on a une perception différente du temps et de l'espace. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent en télétravail, c'est un temps que vous ne passez plus dans les transports en commun, comment vous l'utilisez, les queues dans les magasins s'allongent, ça change notre perception aussi à l'espace. Et donc dans le design des expériences, qu'elles soient physiques ou digitales, il faut comprendre cette notion-là, l'affiner pour finalement avoir un parcours qui est plus émotionnel avec le consommateur. C'est clé. Le deuxième, c'est le télétravail et l'attrait de la ruralité. Dans l'enquête qu'on a fait, on a 29% des consommateurs qui nous disent « moi, je préfère quitter les zones denses urbaines et aller vers des zones plus rurales ». Évidemment, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça prend du temps de déménager. Il faut du haut débit. Il faut du haut débit, mais il y a une vraie attractivité, notamment pour ceux qui ont un certain nombre de compétences qu'ils peuvent faire jouer dans cet environnement international avec un cadre de vie plus intéressant. Donc pour une minorité de personnes qui ont ces compétences assez fortement demandées, si même quelques pourcentages bougent et déménagent, ça va fondamentalement changer la donne sur les centres-villes des grandes villes. Et puis évidemment les nouveaux modes de transport, le vélo a explosé, les trottinettes, alors c'était aussi déjà un peu avant la crise, avec les grèves, etc., mais ça a explosé, ça va redessiner le visage du commerce de proximité. Fin du tourisme de masse tel qu'on l'a connu, pas revenir à la normale selon la plupart des acteurs avant 2023-2024. Impact énorme évidemment avec le pouvoir d'achat des Chinois qui ne sont plus là. Les grands magasins, on sait que c'est 60 à 70% de leur chiffre d'affaires. Le travel retail pour un L'Oréal, c'est de l'ordre de 10%. Donc un impact énorme pour un certain nombre de marques et notamment dans l'univers du luxe. Et corrélé à ça, une montée en puissance des marques locales. On va vers encore plus de fragmentation, plus de régulation, et donc ça change la donne pour la façon dont les marques globales opèrent. Il faut qu'elles changent leur marketing et qu'elles pivotent vers davantage de compréhension fine du consommateur, vers davantage de digitalisation, vers une interaction, vers plus de conversationnel. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de créer des contenus digitaux pour justement recréer la confiance et interagir avec le consommateur. Alors, juste peut-être brièvement, avant qu'on échange et qu'on voit la réaction des internautes et des personnes qui nous suivent, on a posé la question aujourd'hui aux décideurs en France, quelles sont vos priorités ? Ce n'est pas une surprise, l'accélération digitale, évidemment, mais la réduction des coûts est repassée en premier. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était plus sur l'expérience client. Mais comme on a encore du mal à montrer la profitabilité d'une SATCLI, d'un score de NPS, Net Promoter Score, on se prévoit finalement et on essaie au maximum de réduire les coûts. L'autre point qui est évidemment important, en particulier pour des retailers, c'est l'agilité. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le besoin. Ce qui apporte le plus de ROI finalement, c'est la maîtrise de la supply chain, tout ce qui est order system, toutes ces gestions-là, tout ce qui ne se voit pas finalement. Et c'est là où il va y avoir beaucoup plus d'automatisation. Et puis, si on regarde le graphique d'après notamment, c'est l'enjeu de repenser les parcours clients en ligne et en magasin. C'est très très net. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va vers du digital first. Mais quand même, on voit que c'est par là que ça passe. Et je voudrais juste prendre un exemple d'une marque qui ne fait que 10% de son chiffre d'affaires en ligne, c'est Ikea. C'est assez symbolique. Ils ont arrêté la distribution, le boitage de leur catalogue. Catalogue qui était imprimé à jusqu'à 250 millions d'exemplaires, qui représentaient jusqu'à 70% de leur budget pub. Alors évidemment, c'est en plus pas très écologique, donc ça s'inscrit très bien dans cette tendance-là, et on reçoit sans arrêt des enseignes dans nos boîtes aux lettres, inefficient au total, et on voit bien que l'enjeu, voilà, c'est d'aller maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ils font des choses très intéressantes sur la réalité augmentée. Après, c'est pas uniquement le digital, évidemment, c'est surtout, évidemment, donner le choix aux consommateurs par rapport à une logique omnicanale, et c'est de repenser finalement le parcours digital. Et Nike, pour le coup, est un exemple d'une entreprise, ils viennent d'ouvrir leur flagship sur les Champs-Élysées, où finalement le magasin est presque une extension de l'application. Vous faites tout ce que vous voulez à partir de l'application, vous avez la personnalisation, vous payez, vous scannez pour avoir exactement la taille de votre pointure ou vos mensurations. Et c'est une boîte qui fait quand même un tiers
de son chiffre d'affaires sur le digital, avec une croissance sur les dernières semaines et les derniers mois de 75%. Donc il y a pas mal de choses à retenir évidemment d'acteurs comme ça. Donc juste peut-être pour résumer avant de passer à vos questions, 4 points de l'intervention et d'avoir vos réactions à cette présentation, je pense qu'il y a 4 points clés. Le premier, c'est que finalement, il n'y a pas tant de nouveaux comportements consommateurs que ça. On est surtout sur une accélération des tendances préexistantes. À moyen terme, il faut évidemment combiner différents scénarios et en particulier inclure tout ce qui est risque systémique parce que ça va s'accélérer. Il faut les combiner, il faut davantage utiliser la donnée et l'intelligence artificielle pour scénariser, modéliser et anticiper la demande consommateur. À court terme, l'enjeu, c'est évidemment la réduction des coûts, l'agilité, la créativité, parce que c'est faire plus avec moins. C'est la vraie définition de la créativité, il faut aller sur des nouveaux domaines. Ce sont les facteurs clés de succès, mais pour arriver à ça, ça suppose une transformation plus profonde au sein des organisations, une vraie transformation culturelle pour aligner expérience client et expérience collaborateur. Et c'est là où il faut davantage de collaboration, notamment entre les DRH qui sont sur le pont et les directions marketing. Alors, on a justement une question qui est arrivée par l'interactivité sur la puissance, enfin sur les collaborateurs, parce que il va falloir changer aussi leur état d'esprit. On en a parlé tout à l'heure avec Ian Rogers, parce que en boutique, on va être à la fois un vendeur, on va être à la fois un click and collect, on va être un logisticien quelque part. Donc, il va falloir changer tout cet état d'esprit. Donc là, il y a une question qui nous dit comment changer, enfin comment accompagner les collaborateurs à se transformer. Je pense que ça passe beaucoup par la culture d'entreprise et par la marque. On pense souvent la marque d'un point de vue consommateur et il n'y a pas de raison que la marque ait une signification différente pour l'employé. C'est l'importance de la marque employeur pour recruter les bons talents, mais aussi transformer les employés en ambassadeurs de la marque. Et c'est ça qui fédère au sein de l'entreprise. Particulièrement aussi en ces temps de télétravail où voilà, il y a pour certains, il y a des cafés virtuels, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de ce lien et c'est ce qui suppose de travailler davantage sur la notion de marque employeur, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment chacun, quel que soit son rôle, vit finalement la marque et comment il la retranscrit, même dans des fonctions support. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont face à face aux clients, c'est aussi le contrôleur de gestion, le juriste, et c'est ça qui doit donner du sens. Il y a peu de marques qui font ça bien. Oui, un rôle important des RH, j'imagine, voilà, qui doit être... Oui, et puis c'est une impulsion du PDG. Danone fait ça plutôt bien, et c'est une marque assez iconique dans ce domaine-là, et Emmanuel Faber l'incarne très bien. C'est aux dirigeants de l'incarner beaucoup. On a une autre question sur l'innovation. Quelqu'un nous demande s'il doit continuer à investir autant dans l'innovation. Alors, je ne sais pas, j'imagine les objets connectés, les écrans virtuels, enfin, si je suis dans le monde du retail, ou alors s'il faut se concentrer sur deux, trois technologies ou deux, trois façons de travailler. On est forcément sur une tension sur les budgets, les investissements et sur du ROI, donc il vaut mieux se concentrer sur des technologies qui sont un peu plus matures. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper la suite et piloter, faire des tests, etc. Mais il faut accélérer sur ce qui rapporte le plus de ROI, et c'est souvent ce que j'évoquais tout à l'heure, sur les systèmes IT, la connexion entre un système de caisse, un système de fidélité, un parcours en ligne et la gestion de la supply chain. C'est quand même ça, quand nous on interroge les retailers, ils nous disent c'est le ROI le plus évident pour nous. Autre question, c'est la bataille est perdue face à Amazon. Enfin, c'est phrasé comme ça. On voit d'autres marketplaces aussi arriver. On voit une transformation des acteurs digitaux et on voit aussi, et ce n'est pas uniquement vrai en France, il y a eu cette polémique avec la fermeture des entrepôts, en Inde aussi, un retour de bâton, un effet boomerang par rapport à l'effet sociétal. Donc évidemment, ils communiquent beaucoup sur le fait qu'ils s'inscrivent dans des écosystèmes locaux. C'est aussi et plus largement une question de régulation. On en parle beaucoup par rapport aux GAFA ces temps-ci, mais c'est un vrai enjeu que les pouvoirs politiques, pour le coup, n'ont pas suffisamment pris la mesure. On voit les résultats aujourd'hui d'Apple, Google, ce qui se passe sur la distribution de l'App Store, toutes ces thématiques-là. Il n'y a pas une vraie volonté encore ou une prise de conscience suffisante, je pense, de ces enjeux-là. Donc la bataille n'est pas forcément perdue si le pouvoir politique régule davantage. Alors, autre question de l'audience, alors qui va apparaître, celle-ci, dans un instant, on va la découvrir. Voilà, alors si on peut la glisser à l'oreillette. Alors, si un vaccin est trouvé, si on redevient une situation plus normale, est-ce que ce sera la fin du télétravail en entreprise ?
Alors, j'aimerais bien avoir une réponse Enfin, ça existait déjà le définitive. télétravail, mais c'était Voilà, tout petit. il y a énormément d'incertitudes par rapport à ça, et donc il faut évidemment modéliser plein de scénarios, mais a priori, on est quand même sur une tendance de fond. Télétravail, il y a eu un léger repli davantage en France que dans d'autres pays comme l'Angleterre, ça c'est net, mais je pense que non, c'est une tendance de fond dans laquelle on s'inscrit, alors, ça ralentira peut-être le phénomène, mais le temps qu'il soit trouvé, qu'il soit déployé, qu'il soit implémenté, les entreprises ont eu à basculer de toute façon, et cette bascule, elle a eu lieu, pour le coup, on ne reviendra pas en arrière aussi vite, ou uniquement sur certaines catégories de population. Puis je crois qu'il faut distinguer aussi aujourd'hui entre le travail à distance et le télétravail, parce que derrière aussi, il y a des aspects juridiques, des aspects de négociation avec son employeur. Voilà. Oui, et d'égalité entre salariés aussi, c'est un vrai enjeu sociétal, donc ça ne va pas se déployer non plus aussi rapidement, mais en tout cas, c'est une vraie tendance de fond. Alors, on a une autre question, Thomas, qui va s'afficher aussi, celle-ci. Avez-vous constaté si, en termes de m-commerce, en termes de e-commerce, il y avait eu des tendances qui s'étaient vraiment dégagées là, au cours des mois qu'on vient de traverser et qui vont perdurer par la suite? On a parlé de l'accélération du e-commerce. Le mobile, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ne maîtrisent pas bien ou pas suffisamment les enjeux de la mobilité. Alors là, on n'est pas simplement sur la mobilité, on est sur un écosystème personnel, ce que j'évoquais avec le magasin qui est presque une extension de l'application avec Nike. Il y a des acteurs qui sont plus en avance que d'autres là-dessus, et c'est ça qui va faire finalement le fossé et l'écart entre ceux qui vont mieux s'en sortir et ceux qui vont un peu plus avoir de difficultés ou qui ne vont pas survivre. Et le mobile reste un enjeu clé, même si les gens sont moins en mobilité ou l'ont été moins, ça reste, et c'est un des canaux qui est le plus en croissance et pour lesquels malheureusement les marques sous-investissent encore, et je le dis d'autant plus que je fais partie du conseil d'administration de l'association du marketing mobile, et c'est ce qu'on constate, même s'il y a une forte croissance, il faut mettre aussi, voilà une technologie justement mature sur laquelle il faut investir maintenant plus que sur la réalité virtuelle. Surtout avec la 5G qui va arriver. Merci Thomas Husson, merci à vous, merci donc Thomas Husson de chez Forrester pour nous apporter tous ces chiffres. Vous pouvez bien entendu retrouver, toutes ces émissions sont en replay si vous n'avez pas suivi depuis le début. Vous pourrez retrouver toutes ces tendances, vraiment, et tout ce dont on parle depuis ce matin. On est encore ensemble toute la journée. Il va y avoir des ateliers, table ronde dans quelques instants. Merci en tout cas Thomas, merci pour vos questions. Poursuivez l'interaction, à nous faire part de vos questions, de vos réflexions, de vos mots-clés, tout ce qu'on vous inspire ici en parlant avec vous. On va tout de suite retrouver un représentant de Google, le patron de Google et des opérations de Google en Europe, pour continuer à parler de cette accélération du commerce. C'est tout de suite, restez avec nous.